Salut à tous les gars. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous portez bien. Ça y est, la voiture est terminée, mais quand on dit terminée, c'est fini. Pour de vrai. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante, donc on a vraiment fait notre maximum avec Lilian, donc on a vraiment tout écrit, tout ça. En fait c'est la vidéo combien a coûté le swap de la Lexus dans l'état actuel où on en est. On va parler aussi de combien coûte un swap UZ dans une IS200, IS300, enfin surtout IS200 parce que du coup sinon c'est pas auto. Dans cette configuration là, on a fait en fait une variante pour cette configuration là de ma voiture. C'est ça. De ce qu'on a payé et une variante avec, si vraiment vous voulez faire cette conversion avec le minimum. Donc avec juste ce qu'il faut pour rouler. Ouais, exactement. Le plus simple pour rouler. En sachant qu'il y a plusieurs façons, plusieurs blocs, enfin il y a plusieurs types de blocs, il y a deux types de blocs, ainsi de suite. Donc on va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Ok, donc pour commencer, partie 1. Le moteur, c'est le plus important. Quel moteur choisir? Parce que un 1UZ, c'est bien, mais il y a plusieurs 1UZ. Donc nous en fait on est parti du coup pour la IS200, comme pour moi pour la S13, mais d'abord on a commencé sur la IS200. On est parti sur le 1UZ. C'est le V8 Toyota de 4 litres. Donc sorti au début dans les années 89 exactement je crois pour la LS400. Toyota a fait plusieurs versions d'UZ, il y a eu le 1UZ, 2UZ, 3UZ, donc 1UZ non VVTI, 1UZ VVTI et le reste était forcément VVTI. Ouais. Donc nous on est parti sur un UZ non VVTI. De première génération. C'est ça, de première génération, c'est très important. Parce qu'en gros, la première génération a, comme vous le verrez à l'image, a des bielles plus épaisses, donc plus grosses, donc on va dire il est forgé d'origine. Oui, c'est ça. C'est le plus important. Donc pour les premières versions, si je dis pas de bêtises, de 89 à 93. C'est ça, 92. Donc, non, 93, c'est très important. Il y a plusieurs choses pour le remarquer. Déjà, l'année. La deuxième chose importante, c'est les rails d'injection. Les rails d'injection carrés, ce sont donc des grosses bielles. Les rails d'injection en rond, du coup, il y aura une petite photo de comparaison. C'est vraiment les petites bielles. De vraies premières versions de 1UZ non VVTI, on peut dire. C'est ça, voilà. Nous, on va parler uniquement des 1UZ non VVTI. Le VVTI a quelques petites variantes, principalement sur l'admission, mais après, je ne l'ai pas monté, mais je pense pas que niveau transmission, tout ça, le bloc moteur en lui-même est pareil. Donc nous, pour démarrer ce swap, je suis parti et j'ai fait une erreur sur un moteur de SC400. C'est ça, il y a deux versions basiques, c'est LS400 et SC400. SC400 c'est la 2 portes, LS400 du coup c'est la 4 portes. Donc les principales différences sur les moteurs se jouent sur le carter d'huile. C'est la plus grosse différence. Ça. Donc en fait il y a 3 positions de carter d'huile. Il y a à l'avant comme ici, comme pour les JZ. Donc à l'avant comme ici c'est pile ce qu'il faut pour le swap IS200. Donc Lilian c'est à l'arrière. Deuxième chose à savoir aussi sur les blocs de SC400. Ils ont une pompe à huile pour le ventilo à l'avant. La pompe en fait sur LS400 c'est une poulie libre en fait. Donc ça reste juste une poulie avec un roulement à l'intérieur, ce qui a plus de normal. Et sur SC400 donc c'était une pompe à huile en plus pour faire tourner un ventilo. Petit aparté, sur SC400, les collecteurs d'échappement et la pompe de direction insistée sont différents comparés à LS400. Vaut mieux prendre des collecteurs de LS400 parce qu'ils sont plus faciles à modifier. Et la pompe de direction, vaut mieux prendre aussi LS400 parce que le bocal est sur la pompe. Alors que sur SC400, le bocal est délocalisé. Voilà. Donc pour commencer ce swap, tout ce qu'on a fait déjà c'est de se procurer un carter avant. C'est très important pour les IS200, Altezza, IS300, carter à l'avant. Donc idéalement, partir sur un 1UZ de LS400. Ça fait gagner du temps et de l'argent. Il faut un kit swap. Donc moi je suis parti sur le kit swap de Lexibreak qui comprend les supports moteurs modifiés. C'est ça. Qui comprend une cloche de IS200 modifiée, de la platine d'adaptation de la J160 vers le 1UZ. C'est ça. Et en option, un volant moteur de MR2 Turbo 3S GTE. Très important, et qui est modifié aussi. Qui est modifié aussi pour aller sur le UZ à la CNC. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout pris chez lui. Normalement, bon, lui, il est basé en Irlande.
normalement vous pouvez lui envoyer votre cloche de boîte et votre volant moteur que vous avez trouvé et lui vous les modifiez pour une somme dérisoire. Pour éviter les soucis de la poste que ça peut engendrer, les taxes. Bon bah maintenant les taxes parce que du coup il est en Irlande. Et ouais. C'est ça, donc bon en Irlande il n'y a pas de taxes mais... pour éviter tous ces problèmes, il m'a tout fourni, il m'a tout envoyé dans un bon carton. Et voilà, pour la boîte, c'est la boîte d'origine. Aisin AZ6 ou J160 Toyota je crois. C'est ça, ouais. J160 classique. Voilà. Donc boîte d'origine, boîte manuelle 6 rapports. C'est une boîte, elle tient largement pour le bloc d'origine. Oui. Ça suffit largement, l'avantage c'est que ça réduit les coûts de swap, le travail, parce que du coup il ne faut pas réadapter une boîte. Si on part après sur un R154, tout ça, ça engendre énormément de frais et c'est autre chose. Parce que quand on parle changement de boîte, on parle qu'il faut refaire des fixations pour cette boîte. C'est ça. L'arbre de transmission doit être ou modifié ou il faut carrément un nouveau sur mesure. Donc c'est quand même du travail et surtout de l'argent. Ah oui, ça coûte vite cher. Ça coûte très cher. Alors pour le swap, nous on s'est fait induire en erreur, je sais pas comment on pourrait le dire. À la base c'était pas prévu mais on l'a mis en position arrière. C'est ça. En fait, pour faire un swap 1UZ avec ce kit Lexibreak, il y a deux variantes possibles. Soit vous mettez le moteur en arrière et vous gardez votre transmission place d'origine. Donc arbre de transmission, boîte de vitesse, tout ça à la même place et le moteur. Il y a à peu près 5 cm de jeu qui est gratté, ce qui peut être quand même énorme par rapport au point de gravité de la voiture. Ah oui, clairement, parce que du ça coup fait le un moteur énorme. est sur le berceau moteur. Mais qui engendre la modification du berceau moteur et du carter d'huile. Attention, c'est très important. Donc c'est une modification à faire. Donc, le carter d'huile, il sera bientôt normalement en vente. Vous pourrez me contacter du coup sur Nico Racing. Pour en faire des sur-mesures, donc adapté parfaitement par rapport à la position arrière. Je parle bien, sinon ça ne sert strictement à rien. Position arrière, il faut bien faire attention. Vous gardez le même arbre de transmission, la boîte tombe parfaitement, mais il y a la modification de berceau et carter d'huile. Il faut préciser que c'est pas ce qui est prévu à la base. C'est ça, c'est pas non plus le plus simple. C'est pas le plus simple du tout. Nous, on pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais non. Normalement, si vous achetez Ski Swap et que vous voulez faire basique, vous le mettez en position avant. Alors là, à ce moment-là, le carter d'huile tombe parfaitement avec le berceau moteur. Par contre, le moteur est avancé de 5 cm par rapport à moi. Mais là, le moteur est vraiment collé à la cloison habitable. Il y a un doigt qui passe vraiment entre le bout du carter, enfin du cache culbuteur du coup et la baie moteur. Exactement. Et si vous mettez le moteur en position avant comme c'est prévu, il va falloir modifier légèrement, je dis bien légèrement, la transmission. La modification principale, elle est sur l'arbre de transmission qui du coup va se retrouver un petit peu trop court. Il faut se procurer un arbre de transmission Alteza. Exactement ça. Alteza RS. Donc avec le 3S GE. 3G. C'est pas le GTE. Donc voilà, c'est le 4 cylindres, donc la position du 4 cylindres est différente et l'arbre de transmission est pile adapté pour le son. Et modifier les fixations de boîte de vitesse. Il faut ressouder une petite patte en alu pour pouvoir mettre les deux vis correctement. Sinon, vous aurez que deux vis sur les On vous mettra en lien la vidéo qu'on avait trouvée. Nous, on s'en est pas occupé. En dernière petite modification pour la boîte de vitesse, bien entendu le shifter, donc le pommeau de vitesse. C'est une goupille, c'est apparemment très facile à faire, personnellement on ne l'a pas fait. Mais ça délocalise sur 5 cm pile ce qu'il faut, le shifter en arrière pour tomber parfaitement dans l'emplacement prévu dans la détail. Donc ça c'est pour la position avant. Ce qu'il faut se procurer obligatoirement pour le swap, c'est un faisceau modifié pour la IS200. Donc ça, le mieux, il y a un mec qui s'y connaît parfaitement, c'est Phoenix Engine Management en Angleterre. C'est lui qui a effectué le faisceau pour ma IS200. Moi, c'est un faisceau sur mesure avec un ECU programmable, mais on y reviendra. Et il vous fait un faisceau modifié, pile ce qu'il faut pour la IS200. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement récupérer le faisceau qui est fourni, que vous avez avec votre moteur. Vous lui envoyez, il vous le modifie, vous le montez et vous tournez avec un ECU d'origine. C'est ça, comptez à peu près 600 euros. Ah, à peu près. Moi, à l'époque, il m'avait fait un devis. Ça. Au final, je suis parti sur un faisceau complètement sur mesure avec un ECU programmable, donc rien à voir. Pour un swap
V8, il faut obligatoirement créer une ligne de retour d'essence sur la IS200. Le régulateur de pression d'essence est directement sur le module pompe qui est dans le réservoir. Il faut un tout petit peu modifier le bloc pompe pour créer une ligne de retour et parce que sur le V8, le régulateur de pression d'essence est sur le rail. On a monté un régulateur de pression d'essence qui est quand même assez préconisé. Parce que si vous voulez passer éthanol ou peu importe la modif, c'est le plus important. Après, vous pouvez rouler avec ceux sur les rails d'origine. Ça fait des économies. Si vous comptez garder le CU d'origine, gardez le régulateur de pression d'essence d'origine. Et si vous changez le régulateur de pression d'essence, surtout ne prenez pas un régulateur chinois, pas cher. Vous prenez de la marque, c'est très important. Partez sur un AEM, Aéromotive, et vraiment prenez de la qualité. Surtout avec des variations de pression d'essence, et c'est pas forcément parfait. On a aussi le tuyau haute pression de direction assistée. Honnêtement, vous pouvez garder votre tuyau haute pression d'IS200. Le seul problème, c'est que c'est un nid à fuite. En fait, c'est pas compliqué, c'est limite impossible de pas avoir de fuite là-dessus. Le tuyau, on est obligé de un tout petit peu le cintrer pour pouvoir l'axer. Ce que j'ai fait, AliExpress, 2 raccordages, un bout de tuyau en dash 6. Pour 30 €, j'ai un tuyau en dash haute pression. C'est nickel pour démonter, ça prend 2 minutes et ça ne fuit pas un brin. Donc, je le préconise. Pour 30 €, pour moi, il ne faut pas s'en priver. Les fuites, ça rend fou. Quand on monte une belle voiture et que tu te gares et le lendemain tu repars, il y a une flaque d'huile par terre, ça rend fou. Obligatoire pour la IS200 V8, une ligne d'échappement sur mesure. Ça va de soi, la ligne d'échappement n'a plus rien à voir. On passe du coup sur 2 descentes avec un Y. Ça, c'est du sur mesure. Il n'y a pas de kit qui existe ou quoi que ce soit. Là, soit vous avez un collègue ou un cousin qui soude bien, soit... ouais, un peu c'est ça. Ça coûte des sous. Donc ouais, il y a quand même un assez gros travail. Donc en gros, on a modifié aussi les collecteurs d'échappement parce qu'on est parti du coup sur des collecteurs de SC400, encore une erreur. À cause de ça, on a dû les modifier, tout réadapter. Après, ça peut aussi peut-être jouer, et ça on n'est pas sûr, sur le côté RHD LHD. On sait que la direction est à peine décalée sur RHD, ouais. Et du coup, il y a un peu moins d'angle. Et du coup, un petit peu plus de place. Nous, les personnes, parce que moi j'ai pas eu trop de renseignements quand on s'est lancé dans le swap, le peu de personnes qui m'ont aidé m'ont dit que théoriquement quelques coups de marteau sur le collecteur suffisaient pour qu'il passe avec la colonne de direction. Franchement, il a fallu qu'on coupe tout et qu'on refasse tout. Ah oui, on a passé un long moment, on a passé quasiment 3 jours à faire petit à petit, alors que si on était parti directement sur refaire un coude, etc., ça nous aurait fait gagner du temps, mais vu qu'on savait pas trop... Ce sont des erreurs qu'on apprend. Petite spécification pour RHD, LHD. Nous, du coup, la seule chance qu'on a eue sur ce moteur de SC400, c'est que c'était sur une SC400 espagnole, donc volant à gauche. Donc on s'est retrouvé déjà avec le papillon, LHD, etc. On a eu, voilà, comme dit Do, le papillon avec l'arrivée du câble du bon côté. Si vous achetez un 1UZ qui vient d'une LS400 anglaise, l'arrivée du câble arrive du mauvais côté. Alors, tout dépend aussi dans quel IS vous swappez, si c'est un RHD, un LHD, voilà. Sachez que le papillon a son importance. C'est ça. Il faudra sûrement le modifier si jamais il ne concorde pas avec le côté de volant de votre voiture. L'ABS sur IS200, volant à gauche, encore une fois, l'ABS, il est côté passager à l'avant. Le seul problème avec le 1UZ non VVTI, c'est que l'admission est du même côté. Il va gêner tout simplement pour mettre un cône ou une boîte à air ou quoi que ce soit. Je recommande de supprimer l'ABS ou le délocaliser, mais attention, ça risque d'être plutôt compliqué de coupler les cuivres, tout refaire pour le délocaliser. C'est repartir sur quelque chose de encore plus compliqué. Alors, si vous vous sentez, vous pouvez le délocaliser. Moi, personnellement, le kit Chase Bay pour supprimer l'ABS, c'est nickel. Ça coûte un petit peu d'argent. Ouais, donc comptez 300 $, donc avec livraison plus encore la taxe à payer. Mais c'est Bolton. Vous arrivez, vous vissez, vous montez, ça marche. Pas de souci. En un quart d'heure, c'est bon, c'est fait. On n'en parle plus, il n'y a plus d'ABS. C'est nickel chrome. Pour l'embrayage, du coup, il vous faudra naturellement un embrayage de MR2 Turbo, donc 3S GTE, qui concorde avec le volant moteur de 3S GTE. Je recommande
fortement. Pareil, j'ai fait l'erreur, j'ai mis un embrayage pas cher. Le problème, voilà, on amène à Carto, il y a un problème d'embrayage. Ça fait perdre du temps. Au final, j'ai dû en racheter un deuxième. Donc, à vouloir gagner de l'argent quelque part, au final, on le repère toujours. Donc, achetez directement un embrayage de marque. Là, moi, je suis parti sur un Nexedi Stage 1, comme je vais drifter un tout petit peu. Et que moi, elle est un tout petit peu poussée par rapport à un UZ d'origine, un petit peu plus agressif. Je pense que c'est le meilleur compromis. J'ai pas encore assez de retours dessus pour vous dire si c'est vraiment adapté. Mais on a fait une journée circuit avec. Et ça allait très bien. Ça marche bien. Donc, personnellement, Nexedi Stage 1 de MR2 Turbo, au moins, ça bouge pas. Le souci, en fait, de XTD, donc c'est l'embrayage qu'on avait pris, c'est que, comme tous les retours, soit vous avez de la chance et vous allez durer longtemps avec, soit vous n'avez pas de chance. À titre de comparaison, on avait pris un stage 3, donc payé 100, même, je ne sais même pas si on avait dépassé les 100 $. Non, genre, ça coûtait peut-être 70 €, 80 €. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, allez, maximum une centaine d'euros sur un stage 3. Ressenti comme d'origine. Ah, à la pédale, oui. Ah oui, ressenti d'origine. Et ouais, du coup, on a eu un énorme souci de chauffe, etc. Rien n'allait. Donc là, on est reparti sur un Nexedi Stage 1. Stage 1 Nexedi, ce qui veut dire que la pédale sera beaucoup plus dure, donc préparez-vous à muscler votre jambe gauche. Mais très efficace et super adapté. Ensuite, naturellement, un entretien. Donc, vous achetez un moteur, vous le mettez dans une voiture. Le moteur est en dehors. Autant faire la distribution, changer les joints, toutes les courroies. C'est ça. Le faire classique. un entretien efficace. Je ne parle pas non plus de démonter le bloc, juste à refaire les coussinets, tout ça. Ah oui, non, c'est pas un C18. Hein. Moi, ce que je conseille personnellement, et Lilian vous dira pareil, soit vous rachetez une pompe à huile Toyota, soit vous gardez celle d'origine. Exactement. La pompe à huile, c'est quand même très important, faut pas jouer avec. Pour tout ce qu'il reste, moi j'ai fait du coup la commande du mien il y a pas si longtemps. Du coup, j'en ai eu pour 500 € environ. Donc pompe à eau Aisin, distribution, courroie, tout ça avec les poulies, donc que du Gates, vraiment de la bonne marque. Je suis reparti sur que des joints neufs. Ça, tous les joints en moteur. Bougie. Ouais, du coup, bougie, bien prendre la bonne ref. Vraiment partir que sur de la marque pour tout sécuriser. C'est super important. De toute façon, il faut toujours partir sur ce genre de choses, sur soit du générique Toyota, donc au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème, soit en fait laisser ceux d'origine. C'est ça. Il faut pas commencer à vouloir chercher le moins cher sur des trucs comme ça. On le regrette toujours. Moi par exemple, j'ai acheté des injecteurs, dessus il y avait des joints chinois. Conclusion, ça fuyait, perte de temps, il a fallu aller chez Toyota, acheter des joints. Alors qu'on l'aurait fait directement, on aurait tout changé par des bons joints propres, nickel, on n'aurait jamais eu de soucis normalement. Et c'est comme tout, au final, eh ben, ça fait acheter une pièce pourrie pour au final perdre du temps, la jeter et au final racheter la pièce qui dès le départ. Donc au lieu de lâcher 40 € pour 8 joints Toyota, c'est sûr 40 € ça fait cher pour 8 joints d'injecteur, mais du coup au final on avait lâché beaucoup plus. De toute façon il les faudra. Ah oui, dans tous les cas il faudra. À un moment donné, autant les prendre dès le départ. Ça fait gagner du temps. Pour le 1UZ, tout d'origine sur une IS200, l'arrivée d'essence est trop courte d'origine sur IS200 avec le 1GFE. Ce qu'il faut, c'est acheter un tuyau d'essence. Donc le raccord se fait au niveau des pieds du conducteur, en dessous bien sûr. Se raccorde sur le rail. Comme par l'arbre de transmission, pardon, il faut le tuyau d'essence de Toyota Altezza RS, donc 3 SGE. C'est tout ce qu'il faut de la Altezza, hein. Un arbre de transmission et un tuyau d'essence. Et normalement, le moteur se monte sans problème. Du coup, merci de nous avoir suivis. C'était une vidéo très importante pour nous. J'espère qu'elle a été importante pour vous aussi et très intéressante. Je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche comme dit tout le monde. Et abonnez-vous à notre Instagram, donc on essaie de poster au maximum par rapport à tous les projets, la E30, la S13. On a bientôt une autre S13 RCR20 qui va débarquer. Plein de petites conneries, les vidéos du budget, on a une vidéo JZX, enfin, on va essayer de fournir beaucoup de travail du coup pour donner notre maximum et avoir un bon contenu. Et que de la qualité. Et oui, toujours de la qualité. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour ceux qui nous suivent et à une prochaine. À bientôt les gars. Ciao. Ciao. Ok, donc à partir de maintenant sur la fiche parce que la liste est longue. Sachant qu'on va parler prix et qu'au moins vous avez un rapport final entre tout.